Mesdames et messieurs, installez-vous et bienvenue dans cette première histoire de survie. On est le 12 octobre 1972. Un avion militaire uruguayen décolle de Montevideo. À son bord, l'équipe de rugby des Old Christian, une bande de potes entre 19 et 26 ans qui partent jouer un match à Santiago, au Chili. À l'intérieur de l'avion, l'ambiance elle est plutôt festive. Ça fête, ça chante, ça chahute. T'en as même un qui ramène une bouteille de vin pour célébrer le déplacement entre copains, entre potes, parce que ils sont tous contents d'y aller finalement. À cet instant, ils sont tous très loin de se douter que leur vie, elle va radicalement basculer dans quelques heures. L'avion dans lequel ils ont embarqué est un Fairchild FH227D. Sur le papier, c'est un avion qui est plutôt robuste, c'est un moteur qui est biturbopropulseur, donc sur le papier, c'est solide, c'est robuste, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. À cause de la météo et d'un contretemps, ils doivent s'arrêter à Mendoza, en Argentine, le lendemain, le 13 octobre 1972. Selon eux, le ciel a l'air plutôt praticable, alors ils tentent le coup. Aux commandes, le pilote Julio Ferradas. C'est un pilote qui est plutôt expérimenté. À côté de lui, son copilote Dante Laguajaja, qui est lui beaucoup plus novice. Et retenez ça, c'est super important. Après avoir décollé de Mendoza, il s'engage donc dans la cordillère des Andes. C'est un chemin qui est plutôt courant, mais qui est extrêmement dangereux. Faut comprendre qu'à l'époque, la navigation dans les avions, c'était pas comme la navigation aujourd'hui. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas tous les instruments, il n'y avait pas tous les indicateurs qu'on a aujourd'hui. À l'époque, la navigation, elle se faisait beaucoup aux instruments de bord, c'est-à-dire qu'on calculait la vitesse, et on essayait d'estimer si ça passait ou pas. C'était très rudimentaire comparé à aujourd'hui. C'est là que le copilote Dante Laguajaja va faire l'erreur de sa vie. Il va commencer à amorcer sa descente en plein milieu des sommets. Le danger est juste devant eux, et personne ne s'en rend compte. Ils volent beaucoup trop bas, le danger est juste devant eux, caché par la brume. À l'arrière, les gars ils ressentent quelques secousses. Pour eux tout va bien, tout est normal. Pour eux c'est juste un jeu, c'est juste un manège. Sauf que d'un coup, l'avion plonge de plusieurs dizaines de mètres. Et là leur cœur remonte. Puis, une seconde chute libre, bien plus brutale que la première. Là, les sourires s'arrêtent net. Tout le monde comprend que ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Dans le cockpit, c'est la panique totale. Ils ressortent enfin des nuages, et là, c'est le cauchemar absolu. Elle est juste devant eux, à quelques mètres. La paroi rocheuse. Ils vont la percuter. Il est 14h30, l'avion vient de percuter un sommet. L'aile droite est complètement arrachée, emportant avec elle le gouvernail et plusieurs passagers. En une fraction de seconde, la queue de l'appareil est arrachée. Le fuselage de l'avion se transforme en luge gigantesque qui fonce à près de 300 km/h sur la glace. Imaginez juste le bruit du métal qui frotte sur la glace pendant 700 mètres. Puis, plus rien. Le silence des morts. Sur 45 personnes, 12 meurent sur le coup, dont le capitaine Julio Ferradas, qui sera tué sur le coup. À l'avant, dans le cockpit, il n'y a plus rien. C'est le néant. Le cockpit s'est littéralement détaché de l'appareil. Il reste que le tronçon, que le fuselage de l'appareil. À l'intérieur de l'avion, c'est un carnage. Entre les cris, l'odeur du sang, l'odeur du kérosène, la pagaille partout. C'est l'enfer total. Fernando Parrado, 22 ans. Il restera 3 jours dans le coma parce qu'il a le crâne fracturé. À son réveil, il apprendra que juste à côté de lui, sa sœur, Susana, 19 ans, est décédée. Sa mère est également décédée dans le crash de l'avion. Mais au milieu du chaos, il y a un gars, un héros, Roberto Canessa. Il n'a que 19 ans et il est étudiant en médecine. Et ça, c'est très important pour la suite. C'est lui qui prend les choses en main, c'est lui qui fait le tri des blessés, c'est lui qui donne les premiers soins à tous les blessés en pleine montagne, sans matériel. C'est lui le premier héros de cet accident. C'est parce que c'est lui qui prend les choses en charge direct. Il a beau être secoué, choqué, il prend son rôle très au sérieux. Il improvise plusieurs bandages, plusieurs garrots avec divers tissus qu'il trouve dans l'avion, dans les débris de l'avion. Il faut savoir qu'en montagne, le soleil se couche très tôt. Pendant que certains donnent les premiers secours et aident Roberto a donné les premiers soins, le soleil commence à se coucher. Et là, la réalité, elle va les frapper très très durement. Ils sont à 3600 mètres d'altitude. Pour la plupart, ils sont tous en t-shirt ou en pull. Et ça va être très compliqué. La nuit, les températures descendent en dessous des 0 degrés. Le vent est extrêmement fort en montagne et s'engouffre dans la carcasse de l'avion. En montagne, il n'y a rien de pire que le vent. Il peut faire froid, mais ce qui te glace, c'est vraiment le vent. Donc pour se protéger du vent, ils vont tous essayer de s'entasser dans le fuselage. Sauf que le souci, c'est que le vent, il traverse le fuselage. Parce qu'il y a un énorme trou causé par l'arrachement du cockpit. Il y a un énorme trou dans le fuselage. Pour ceux qui ne savent pas, le fuselage, c'est le tronçon de l'avion. Il y a la queue,
il y a le cockpit, et le tronçon, c'est le fuselage. C'est là où il y a les ailes. Ils vont essayer d'entasser un peu les sièges qui ont été détachés pendant le vol, et vont essayer de les prendre et de tous les mettre dans le trou pour essayer de combler et pour empêcher le vent de passer. Et littéralement ne pas se geler sur place. Parce que, je le rappelle, les températures en montagne la nuit, elles sont plus que négatives. Supplément, il y a le vent. Cette nuit-là sera la nuit la plus longue de toute leur vie. Malgré les soins de Roberto, 3 autres blessés mourront avant le petit matin. Au lever du soleil, ils ne sont plus que 27 survivants. Personne ne sait s'ils sont au Chili ou en Argentine. Très vite, la mission c'est de trouver ce qu'il y a à manger, de fouiller l'épave. Tout est important. Mais malheureusement, ils sont dans un vol qui n'était pas censé durer des plombes. Bah qu'est-ce qu'ils vont trouver? Chocolat, bonbons, cacahuètes, un peu les friandises qu'on sert dans l'avion. Mais tout est important, le moindre truc est important parce qu'il faut rationner au maximum. Au début, tout le monde garde espoir. Leur avion s'est écrasé, leur avion a disparu des écrans radars. 3 pays vont envoyer des hélicoptères de secours pour venir les chercher. Le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Tout le monde écoutant, tout le monde pense qu'ils vont être trouvés. Mais le souci, c'est que la neige est blanche et que le fuselage, il est également blanc. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est littéralement impossible. C'est un casse-tête. Ils tenteront de créer des signes vus du ciel avec un SOS dans la neige par exemple, ou encore une croix faite avec des valises qui s'avéreront totalement inutiles. Pendant une semaine, ils vont guetter le moindre petit bruit de moteur avec l'espoir qu'ils les cherchent encore et que c'est leur avion de retour à la civilisation avec leur famille. L'un d'eux commence même à écrire un journal afin de laisser une trace. Au bout de 8 jours, les recherches sont officiellement abandonnées. Elles sont jugées trop dangereuses pour la situation, c'est-à-dire qu'on est en montagne, on est presque en hiver, et puis l'avion est blanc, sur de la neige. La zone, elle est hyper étendue parce que la cordillère des Andes, pour ceux qui ne savent pas, elle fait en moyenne 4000 mètres d'altitude et elle est plus longue que la chaîne de l'Himalaya. Son pic est à presque 7000 mètres. Au bout de 8 jours, les recherches sont officiellement abandonnées car elles sont jugées trop difficiles, trop dangereuses et la zone est beaucoup trop étendue. Ils ne l'apprendront qu'à partir du 11e jour à travers une petite radio qu'ils avaient trouvée dans les décombres et là, c'est la stupéfaction finalement. Tout le monde broie de noir. Vous imaginez, vous crachez, les conditions sont horribles et puis vous pensez qu'on va venir vous chercher et puis vous entendez parce que vous êtes en vie. Mais eux, ils ne savent pas que vous êtes en vie. Et puis vous entendez de vos propres oreilles, ils ont arrêté de vous chercher. La situation est totalement horrible. Ça veut dire que si on ne te cherche pas, c'est à toi de te débrouiller. Si personne ne te cherche, c'est à toi de te débrouiller. Il y aura que toi qui pourra te sortir de la merde. Certains, au contraire, c'est pas tout le monde qui se décourage. Certains vont garder espoir, comme Gustavo Nikolic, qui va essayer de remonter le moral des autres et d'être un petit peu optimiste, mais moyen quoi. Heureusement qu'il est là, il faut toujours des gens comme lui, mais moyen. Les jours commencent à passer et les réserves de nourriture s'épuisent de plus en plus. Il n'y a presque plus rien. À tel point que Fernando Parrado va garder une cacahuète pendant 3 jours. Genre une cacahuète, quand on mange des cacahuètes, on prend des poignées et puis on mange les cacahuètes comme ça, comme ça. Lui, une seule cacahuète, il va la garder pendant 3 jours. Pendant 3 jours, genre il va la manger un petit peu pendant 3 jours. À quel point le rationnement est drastique. C'est phénoménal, c'est horrible parce qu'en montagne, le corps brûle plus d'énergie pour se garder au chaud justement. Après 2 semaines, il ne reste plus rien. Leur corps est totalement épuisé. Il faut savoir que la nuit, la température descend jusqu'à moins 30 degrés Celsius. En montagne, le corps il utilise énormément d'énergie afin de pouvoir garder la bonne température pour le corps et que le corps ne puisse pas se refroidir. Qui fait que il a beaucoup de mal à le faire et donc du coup il puise énormément sur les réserves d'énergie, les réserves de graisse. Mais en montagne, en France notamment, je parle pour la France et même dans tous les autres pays, beaucoup de plats montagnards sont des plats gras comme la raclette, la fondue, parce que c'est des aliments riches qui vont servir à alimenter le corps dans le froid. C'est pour ça. Et là, ils n'ont rien à manger et leur corps s'épuise. Leur corps s'épuise parce qu'ils n'ont aucune réserve d'énergie. Ils essaient même de manger le cuir des sièges, mais c'est immangeable. Ils ont plus le choix. Autour d'eux, il n'y a rien. Ni animal, ni végétaux, aucune trace de vie. Uniquement le corps des passagers décédés. L'idée est terrible, mais personne n'ose en parler. Un jour, Fernando Parrado annonce qu'il va manger le corps du pilote qui a été, par chance, conservé par la neige. La plupart de ces jeunes sont catholiques. Il faut savoir que pour eux, d'abord c'est le dégoût total. C'est un péché chez les chrétiens, le cannibalisme. Après une longue discussion, ils se résoudent à manger la chair en faisant un pacte. Si l'un devient à mourir, alors les autres mangeront sa chair afin de pouvoir vivre et sauver les autres. À l'aide d'un morceau de verre, Roberto Canessa, l'étudiant infirmier de 19 ans, montre comment prélever des lamelles de chair. Ils les font sécher au soleil et chacun avale sa part en silence pour survivre. Pour boire, c'est pas compliqué. Ils prennent des bouts de débris de l'avion, ils mettent de la neige dedans et la font tout simplement fondre au soleil. Qui au niveau de l'eau, ça va, mais c'est surtout au niveau de la nourriture que ça manque. Le 16e jour, une avalanche frappe l'avion en pleine nuit. Ils sont tous enterrés sous la neige. Cette nuit-là, 8 personnes mourront étouffées dans l'épave. Il ne reste que 19 survivants. Ils sont tous épuisés physiquement et mentalement. Le temps presse. S'ils ne font rien, ils mourront sur place. L'idée d'expédition va commencer à circuler, mais ça va être assez compliqué. Certains veulent partir à pied, littéralement, pour chercher de l'aide à travers des montagnes immenses
immense qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils ont plus de chances de se perdre qu'autre chose. Sur une carte qu'ils vont trouver dans un sac, ils estiment à peu près qu'ils sont à 80 km du Chili. C'est là que Roberto et Fernando se disent qu'il faut agir vite, parce que s'ils agissent pas vite, ils vont mourir. À partir du 18e jour, plusieurs petits groupes commencent à faire des petites expéditions afin d'explorer les alentours. Mais nombreuses de ces expéditions-là échouent parce qu'il fait trop froid. En montagne, l'air est glacé, ça brûle les poumons, les chemins sont impraticables et la neige les aveugle beaucoup. On est le 12 décembre 1972. Roberto et Fernando s'élancent. Sur eux, ils portent des vêtements très simples et portent des morceaux de mousse autour des pieds pour faire office de bottes. Donc c'est très rudimentaire. Pendant près de 3 jours, ils escaladent un sommet de 4800 mètres. Leurs poumons brûlent, le froid est insupportable, mais ils continuent. Ces hommes-là, ils sont vaillants. Ils sont vaillants, ça veut dire qu'ils étaient à 3600 mètres, ils sont passés de 3600 à 4800, ils ont littéralement monté 1100 mètres avec des vêtements extrêmement simples. C'est dingue. Pendant la montée, ils s'imaginaient que derrière le sommet, il y aurait une belle vallée et que tout serait joli, ce serait un petit peu verdoyant finalement parce qu'ils sont entourés de blanc. Et bah non, là, c'est le choc. Des montagnes à perte de vue, du blanc partout autour d'eux. Le Chili qu'ils pensaient atteindre est encore très loin. Ils pensaient que le Chili était à 80 km, pas du tout. Et forcément, quand tu vois cette situation-là, bah tu peux penser, tu as envie d'abandonner. Tu penses que tu y es presque et tu te rends compte que t'as fait que 10% finalement. Mais Fernando, lui, c'est pas son problème. Fernando, c'est un vaillant. Et Roberto aussi, les deux sont des vaillants. Mais Fernando, il baisse pas les bras. Fernando ne baisse pas les bras et ça, c'est ce qui va les sauver. Fernando aperçoit une petite vallée à l'ouest. Il convainc Roberto d'y aller. Et oui, parce qu'elle est loin, hein. Elle est très loin. Il convainc Roberto d'y aller car c'est leur seule chance de survie. Tout le monde compte sur eux. Leur ami Tintin qui a laissé sa place pour qu'ils puissent aller plus loin. Tous ces gens-là comptent sur eux. Leurs amis, tout le monde compte sur eux. Ils ne peuvent pas abandonner. C'est pas possible. Ils marchent du coup encore plusieurs jours affamés et épuisés. Puis, le 18 décembre, ils entendent enfin le bruit d'un ruisseau. C'est la neige qui commence à fondre. Le 20 décembre, par miracle, ils découvrent enfin des signaux de vie. Des canettes rouillées par terre, des vaches en train de paître, des traces de sabots. Ils sont contents. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent ici. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être sauvés finalement. Puis, ils rencontrent un homme de l'autre côté du ruisseau. Donc j'ai dit que c'était un ruisseau, mais c'est un grand ruisseau qui ne peut pas être traversé. Et là, il crie Socorro, socorro en espagnol, ce qui veut dire à l'aide. Suite à ça, l'homme s'en va et revient le lendemain avec du pain, une pierre, du papier et un crayon. Il lance la pierre, le papier et le pain par-dessus la rivière afin qu'il puisse atteindre Roberto et Fernando. Fernando écrit en tremblant: je viens d'un avion qui s'est écrasé dans les montagnes. Nous sommes encore 14 survivants. Venez nous chercher. Le berger qu'ils ont rencontré, parce que justement c'était un berger qu'ils ont rencontré, s'appelle Sergio Catalan. Dès qu'il lit ça, il appelle immédiatement la police. Et le lendemain, 2 hélicoptères militaires décollent afin d'aller secourir les survivants de l'accident. Fernando va monter à bord de l'un des 2 hélicoptères afin de guider les secours le plus vite vers le lieu de l'épave. Il est 15h30 quand les 2 hélicoptères survolent le camp. Au sol, 14 silhouettes qui s'agitent faiblement. Ils sont enfin sauvés. Fernando et Roberto ont réussi leur mission. À leur arrivée, les secours découvrent des personnes extrêmement maigres. Ils ont les cheveux longs, leurs vêtements sont déchirés et tout le monde pleure de joie. Est-ce que vous imaginez un petit peu la situation? Vous êtes écrasé dans un avion. Genre, vous avez attendu que le monde a arrêté de vous chercher. Vous avez survécu. Malheureusement, vous avez dû manger vos compagnons. Et malgré ça, vous avez placé tous vos espoirs en 2 hommes incroyables, en 2 héros. Et ces hommes-là ont réussi. Et là, ils viennent vous secourir. La joie que vous avez, c'est indescriptible. C'est super. Merci beaucoup à Fernando et à Roberto d'avoir gravi ces montagnes pour sauver leurs camarades. Vraiment, c'est important. Au total, ils seront restés bloqués 72 jours dans la montagne. Sur 45 personnes qui ont pris l'avion, ils ne sont que 16 survivants. Là, comme on est en décembre, le monde apprend la nouvelle juste avant le Noël de 1972. On parle du miracle des Andes, hein, la cordillère des Andes, le miracle des Andes, la probabilité pour qu'on arrête les recherches et que malgré eux, les survivants arrivent à revenir à la civilisation alors qu'ils viennent d'un milieu extrêmement hostile, qu'ils ne connaissent pas. C'est surtout ça. C'est beau, en fait. Je trouve ça magnifique. Fernando et Nando, ils se sont tous soutenus les uns entre les autres et puis ils ont fait ça ensemble. Autant le rationnement que la survie, c'est beau. Très vite, les rescapés sont hospitalisés à Santiago, donc la destination qu'ils devaient atteindre pour jouer le match. Et très vite, le grand public se pose une question. Comment est-ce que
que dans les montagnes, tu as pu survivre pendant 72 jours sans nourriture, sans plantes, sans rien. Comment pendant 72 jours, donc il y a des gens qui sont morts au fur et à mesure, mais comment 72 jours un groupe avec autant de personnes a pu survivre alors que dans les débris de l'appareil, il y avait que des cacahuètes, des bonbons, du chocolat, etc. Ils finissent par avouer leur terrible secret. Ils ont dû manger leur ami décédé afin de pouvoir survivre dans ce milieu extrêmement hostile à l'humain. L'annonce du cannibalisme, ça va vraiment choquer le public. Certains vont critiquer les jeunes sans comprendre le calvaire qu'ils ont vécu. C'est totalement idiot, totalement con, quoi. Pas possible. Comment tu peux juger quelqu'un? C'est vrai que ça peut faire choc, mais quand t'as pas les détails, tu peux pas te permettre de juger. C'est pas possible. Mais très vite, les gens, ils vont ressentir de l'admiration face à ce qu'ils ont fait, face à ce qu'ils ont survécu, et l'église va même leur pardonner. Parce que finalement, pour l'église, la vie est plus importante que le péché en lui-même. Le fait qu'ils aient survécu, c'est le plus important. Que le maximum de personnes aient survécu, c'est le plus important, sachant qu'ils l'ont fait à contre-cœur. Les survivants de ce crash vont en garder des souvenirs très difficiles. Beaucoup vont souffrir de stress post-traumatique suite à l'accident et suite à la survie dans les montagnes. Ce qui est logique. Tu dors et puis tu rêves que tu te retrouves dans un avion. Comment ne pas avoir la phobie des avions après ça? C'est compliqué. Tu t'acceptes plus de survoler aucune montagne. Beaucoup vont souffrir de stress pendant des années suite à l'accident. Cependant, ils restent liés tous, pour toujours, comme des frères. Chaque 22 décembre, ils se réunissent pour honorer leur ami disparu. C'est beau ça, franchement c'est beau. Dès 1973, leur histoire devient un succès mondial avec le livre Les Survivants. En 2023, le film Le Cercle des Neiges sort sur Netflix pour leur rendre hommage. C'est une œuvre poignante que je vous conseille fort d'aller regarder. 50 ans plus tard, en 2022, 13 des rescapés de cet accident sont toujours en vie et ne regrettent absolument pas leur choix, car ils voulaient vivre et c'est le plus important. Leur expérience aura également aidé les institutions à créer des règles de survie en montagne si jamais de tels accidents aussi graves devaient se reproduire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Troisième vidéo, je vais essayer d'être de plus en plus active, surtout que j'ai trouvé un super monteur qui a monté actuellement cette vidéo. Donc j'espère que vous allez kiffer, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo histoire, tout simplement. Salut les gars, c'était Sakou.